Si on veut pouvoir finir à l'heure, on va s'y remettre. Donc on va vous parler du prélèvement multi-organes. Je vais laisser Florian présenter tout le monde. On va organiser la session, on va faire toutes les interventions à la suite parce que finalement elles se suivent les unes les autres et on se gardera 15 minutes à la fin pour faire toutes les questions en même temps. Voilà, comme ça on va essayer de garder le timing et de finir à l'heure. Florian est parti. C'est bon, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet accueil enthousiaste. Florian Perrault, je suis donc médecin à Chalon-sur-Saône en réanimation et également à la coordination de prélèvement d'organes et de tissus. Marion Duval qui est une des infirmières du service de réanimation également et de l'HPOT. Merci à l'organisation d'avoir prévu un temps de présentation et d'échange sur cette thématique qui est centrale puisque tous nos services accueillent des patients en vue de prélèvement d'organes. Et plus que de prise en charge spécifique, en réfléchissant à la thématique de la session, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'aborder ça sous forme d'une présentation de l'articulation, de l'organisation, de la logistique qui est mise en place pour l'organisation de cette chaîne du don à partir du moment où les patients sont en réanimation, mais jusqu'au moment où ils vont au bloc opératoire, histoire d'éclairer un petit peu parfois soit la méconnaissance ou les incompréhensions qu'il peut y avoir dans les services concernant les temps d'attente, avec la fameuse question « et quand est-ce que vous allez au bloc ?» que vous compreniez un petit peu tout ce qui se passe en arrière-plan en termes d'organisation, afin que vous ayez une vision un petit peu plus globale de tout ça. Oui, on est très habitué à parler en congrès, donc évidemment on n'a pas de conflit d'intérêt, j'ai oublié de le spécifier sur la diapositive. On va faire ça sous forme d'un cas clinique, histoire que vous ayez vraiment une continuité temporelle de présentation. Il s'agit donc d'une patiente avec un antécédent de tumorectomie du sein qui a été traité, qui est en rémission, qui présente un AVP, donc un accident contre un véhicule léger. À la prise en charge, elle présente un traumatisme crânien avec une plaie temporale, des troubles de conscience. Il y a une prise en charge par le SMUR qui constate une stabilité hémodynamique et donc elle est rapatriée sur l'hôpital pour un bilan lésionnel qui malheureusement retrouve comme vous pouvez le voir là sur les scanners, divers foyers d'hémorragie intracérébraux. Cette patiente, initialement, est donc prise en charge en vue d'une prise en charge neurochirurgicale. Elle passe au bloc opératoire. Elle bénéficie d'une craniotomie, d'une évacuation de son hémorragie de son hématome extradural, avec un contrôle par Doppler transcrânien, on y reviendra. Qui est-ce qu'il est? L'idée n'est pas de s'apesantir là-dessus pour le moment. Et donc là, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui qu'on va vous présenter avec Marion, ça va être une évolution, malheureusement, malgré cette prise en charge maximaliste qui va évoluer assez rapidement vers un état de mort encéphalique. Et la coordination de Dijon embrayera sur une autre possibilité d'évolution, à savoir une absence d'amélioration neurologique, mais sans passage en état de mort encéphalique, et vous présentera un peu les spécificités de l'organisation d'un prélèvement selon un Maastricht 3, puisque eux le réalisent à Dijon, ce qui n'est pas le cas pour nous à Chalon. Et le dernier intervenant, Francine Mecker, qui est médecin à l'agence de biomédecine, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de participer aujourd'hui, vous fera une dernière présentation sur qu'est-ce qui se passe en termes de logistique au niveau de l'agence de biomédecine. Voilà. La trame chronologique qu'on va suivre, c'est donc celle-là. On suit la ligne du haut. Les neurochirurgiens sont intervenus et malheureusement, il y a une dégradation au bout de 28 heures de la patiente, avec une défaillance hémodynamique, une polyurie. Et donc, évidemment, dans ce cas de figure,
il y a une réévaluation clinique qui est à faire puisqu'on suspecte une évolution vers la mort encéphalique avec une nécessité d'arrêt des sédations afin de s'affranchir de tout facteur confondant de l'évaluation neurologique. La polyurie fait évidemment évoquer la possibilité d'un diabète insipide. Le Doppler transcrânien a un intérêt de réévaluation quand on a qu'on ait d'ailleurs ou pas une valeur de référence à l'admission afin d'avoir un monitorage au lit du patient de ce qui peut se passer en termes de perfusion cérébrale. Et puis à distance des sédations, on peut refaire un examen clinique qu'on détaillera tout à l'heure. Un petit point sur le diabète insipide, qui est une complication qui est fréquente des patients qu'on prend en charge en réanimation dans ce cas de figure. Ça correspond à une diminution de la sécrétion de l'hormone antidiurétique, l'ADH, du fait d'une destruction de la post-hypophyse, avec des critères qui sont assez simples, que vous connaissez, qui consistent à faire un monitorage de la diurèse, qui, quand elle est trop importante, avec une densité urinaire abaissée, signe une fuite d'eau de l'organisme, et donc nécessite une compensation en volume-volume des pertes hydriques avec une adjonction de desmopressine afin de compenser le déficit de sécrétion en hormones antidiurétiques, afin de casser cette diurèse de cette polyurie et de limiter les risques de perte en eau qui entraîne, quand ils ne sont pas pris en charge à temps, une hypernatrémie, ou en tout cas c'est le risque, avec un impact qui peut être assez important au niveau de l'organe principalement hépatique, puisque l'hypernatrémie est un des principaux facteurs péjoratifs pour la qualification de l'organe. Ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours connues en réanimation, mais c'est une réelle importance d'être assez agressif sur la prise en charge de ce diabète insipide, puisqu'il y a des greffons qui peuvent être écartés à cause d'hypernatrémie persistante parce que le diabète insipide n'a pas été pris en charge assez rapidement. Le Doppler transcrânien, là aussi, le but, c'est pas de faire un cours. Simplement, l'idée, c'est de faire un Doppler au niveau de la tempe du patient afin d'aller monitorer les vitesses au niveau de l'artère cérébrale moyenne, les vitesses sanguines, de circulation sanguine. Il y a des critères qui sont ce qu'ils sont. Et en bas, je vous ai mis le tracé d'un flux avec ce qu'on appelle un reverse flow, à savoir un flux rétrograde sanguin qui signe un reflux dans une artère, ce qui est évidemment pas physiologique, et ce qui signe une hypertension intracrânienne majeure. Le diagnostic clinique de mort encéphalique, pour être réalisé de manière satisfaisante, il faut qu'on s'affranchisse de tout facteur confondant, donc tout ce qui va être propice à entraîner des troubles de conscience, puisque c'est ce qu'on va essayer d'évaluer. Donc il faut qu'au niveau métabolique, le patient, il y ait une correction des troubles métaboliques éventuels qu'il peut y avoir. Au niveau toxique, qu'on soit à distance des sédations, qu'il y ait une correction des facteurs hémodynamiques et que le patient, évidemment, ne soit pas hypotherme. L'évaluation clinique va essentiellement consister en vérifier qu'il n'y ait pas de conscience, qu'il n'y ait pas d'activité motrice spontanée, et puis aller rechercher une extinction ou une préservation des réflexes du tronc qui ont tendance à s'éteindre de manière crânio-caudale en partant du photomoteur jusqu'à l'oculocardiaque. Une fois cet examen clinique constaté, il y a un dernier test qui est réalisé, à savoir un test d'hypercapnie qui va signer la destruction du tronc et de ses chémorécepteurs qui sont des récepteurs au niveau de zones profondes du cerveau qui entraînent une reprise de ventilation spontanée quand on dépasse un certain seuil de capnie. Donc quand on débranche le patient du respirateur, il y a évidemment une hypercapnie qui se majore du fait d'arrêt des échanges gazeux. Et donc si on dépasse un certain seuil et qu'il n'y a pas de reprise spontanée de la ventilation, ça signe la destruction du tronc et donc permet d'affirmer la clinique de mort encéphalique qui va déboucher sur un examen paraclinique afin de confirmer ça. Dans la majeure partie des cas, on réalise un angioscanner, ce qui permet de réaliser dans le même temps un scanner du thorax, de l'abdomen, de faire un bilan afin de découvrir s'il y a d'éventuelles lésions qui seraient méconnues et qui pourraient contre-indiquer au don par la suite. Et on le réalise en général à H6 après ce constat clinique pour s'affranchir de faux négatifs où il peut y avoir des résidus en fait de passage de produits de contraste dans la vascularisation cérébrale et qui nécessiteraient de retourner au scanner. C'est pour ça qu'on fait patienter un petit peu les patients dans le service avant de les descendre au scanner. Voilà. Une fois le patient décédé,
il y a une signature du constat de décès, avec là, dans ce cas-là, c'est une mort violente, un obstacle médico-légal, et dans ce cas de figure, ça nécessite qu'on contacte le procureur afin de discuter de la levée de cet obstacle et pouvoir éventuellement basculer sur une procédure. Et c'est là encore un temps supplémentaire qui va s'ajouter, le temps qu'ils prennent connaissance du dossier et qui nous donne la validation pour lever l'obstacle. À ce moment-là, on peut interroger le registre national des reflux et s'entretenir avec les proches pour essayer de recueillir un éventuel refus du don verbalisé par le patient de son vivant. L'HPOT dans tout ça, on n'en a pas parlé, j'ai fait une présentation très linéaire, mais finalement, à quel moment elle intervient? Elle intervient pas à ce moment-là précis, de préférentiellement en amont, puisque c'est des choses qu'on peut quand même anticiper. Et dès qu'on a une suspicion d'évolution, l'idée est de prévenir le plus tôt possible, sans poser de contre-indications par nous-mêmes dans les services, afin qu'on puisse discuter de savoir si réellement il y a une contre-indication. Les choses les plus sensibles, c'est notamment les contre-indications sur antécédents de cancer. Les choses évoluent assez vite et c'est quelque chose qui nécessite d'être discuté parce que ce serait dommage de contre-indiquer un peu dans son coin un patient dans le service, alors qu'en fait, les choses ayant évolué, c'est quelqu'un qui aurait potentiellement pu donner ses organes. Donc voilà la trame chronologique du cas et je vais m'arrêter de parler ici. Je vais laisser la parole à Marion, puisqu'on arrive sur le temps en fait, de prise en charge coordonnée de la réanimation, une réanimation qui est maintenant d'organes, et de la coordination hospitalière de prélèvement d'organes et de tissus, qui va se faire en communiquant très régulièrement avec l'agence de biomédecine, et Francine Mecker vous présentera ça tout à l'heure, jusqu'aux équipes de greffe qui vont intervenir pour venir prélever. Donc, un des gros points quand même importants dans la prise en charge d'un donneur, c'est aussi la prise en charge des proches. L'entretien avec les proches, c'est vraiment quelque chose qu'on doit envisager comme un soin à part entière. C'est pas quelque chose qui doit se faire sans réflexion. Tout à l'heure, on parlait de briefing. Les briefings, on est tout à fait dans ce type de préparation. L'entretien avec les proches est encadré par des règles de bonne pratique qui ont été rédigées par l'agence de biomédecine. Et pourquoi ces règles de bonne pratique? Parce que on ne peut pas faire un entretien avec des proches, parler du don d'organes avec des proches et sur le pas d'une porte ou entre deux patients parce qu'on est pressé, parce qu'on est tout à fait conscient que ce soit aux urgences, que ce soit en réanimation, les médecins ont d'autres patients à voir, ont d'autres prises en charge parfois plus urgentes, et que prendre en charge une famille, ça prend du temps. Et c'est justement pour ça que l'HPOT existe aussi, c'est parce que nous, on a ce temps. On a l'expérience, on a la formation, parce que des proches, on en voit quand même de manière assez régulière, que ce soit pour les tissus ou pour les organes. Et on a des formations aussi qui nous sont données, à savoir comment on aborde une famille dans le cadre d'un décès proche, et puis comment on leur parle du don d'organes. L'HPOT, on insiste souvent pour être présente aux entretiens. Ça arrive qu'on n'y soit pas dans le premier entretien. Ça peut être un peu compliqué pour la suite parce que il faut bien comprendre qu'une famille, dans sa tête, c'est pas forcément quelque chose de naturel de parler du don d'organes, loin de là. Et puis ça leur permet de scinder la prise en charge qui a été faite, une prise en charge thérapeutique, parce qu'il y a quand même une prise en charge thérapeutique qui a été faite en amont. Et puis malheureusement, l'équipe médicale leur annonce qu'ils ne peuvent plus rien faire pour leurs proches, et nous on intervient à ce moment-là. Donc ça leur permet de scinder vraiment les deux choses et de ne pas dire en fait vous arrêtez tout parce que vous avez une idée derrière la tête. Ça nous permet aussi nous de prendre le temps, c'est-à-dire que la partie finalement médecin, dans les règles de bonne pratique, en fait il y a tout un tas de données qui peuvent nous appuyer pour suivre une certaine ligne pour un entretien. Il y a des grands principes comme le fait d'être souvent un binôme médecin infirmier HPOT.
et aussi des fois l'infirmier, s'il a le temps, qui s'occupe du donneur. Et pourquoi c'est bien d'être là à ce moment-là aussi, c'est parce que ça nous permet de répondre aux questions. Le médecin réanimateur ou le médecin urgentiste, il ne connaît pas tous les détails du processus qui va s'enchaîner derrière. Et puis, qu'il y ait ou non une opposition, ça nous permet aussi, nous, d'accompagner les proches et de laisser l'équipe de réanimation aussi un peu plus libre pour les autres patients qui ont aussi besoin d'eux. Si les proches ont beaucoup de questions, il nous est déjà arrivé de rester des fois 1 heure, 1 heure et demie en entretien avec une famille, et ça on ne peut pas raccourcir ce temps. On ne peut pas leur dire j'ai mieux à faire, il faut que je m'en aille. Donc c'est des gens qui ont besoin d'être écoutés et il faut qu'on les écoute. Donc quand Florian vous a fait un petit peu le détail un peu de la prise en charge d'un donneur potentiel et puis après d'un donneur en mort cérébrale. L'entretien, effectivement, il peut intervenir à différents moments de la prise en charge. L'entretien anticipé, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sûr que le patient va décéder de mort encéphalique. Ce qu'on est certain, c'est qu'il n'y a plus de prise en charge thérapeutique. Mais voilà, est-ce qu'on l'admet ou pas en réanimation pour faire une réanimation d'organes ? Nous, à Châlons, on est souvent confrontés à ce type de situation, ce qui nous demande du coup d'intervenir auprès des familles de manière un petit peu souvent prématurée. On leur laisse pas un temps important pour assimiler le fait déjà qu'ils vont perdre la personne qu'ils aiment, et puis derrière nous on parle assez rapidement de don d'organes. Tout ça, ça a un impact sur la réflexion qu'ils vont pouvoir avoir. Nous, on ne recherche pas l'avis des proches, on recherche un témoignage d'opposition ou de non-opposition. Selon eux, est-ce que leurs proches en avaient déjà parlé ? Souvent, la réponse est non. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'eux font avec ça ? Alors, ils ont déjà beaucoup à faire avec toutes les informations que l'équipe médicale leur ont données. Et nous, derrière, on enchaîne avec l'éventualité d'un don d'organes. C'est pour ça qu'un entretien anticipé, voilà, ça peut se faire, ça se fait. L'idéal, effectivement, c'est quand déjà la famille a été prise en charge en réanimation, sur les premières heures de réanimation du patient, et que nous, on puisse arriver un petit peu après, le temps que les choses commencent à être assimilées par la famille. Une fois que l'entretien est passé et qu'on a recueilli une non-opposition, qui est validée aussi par le registre national de refus, c'est un élément légal, on ne peut pas y couper. La surveillance du patient en réanimation, monitorage continu. Comme l'a dit Florian, c'est pas quelque chose sur lequel on peut faire l'impasse, effectivement, puisque la réanimation du donneur et par conséquent de ses organes va aussi dépendre de la fonctionnalité des greffons après, pour les receveurs. Et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un donneur un petit peu de côté. Il peut arriver qu'un passage en mort cérébrale se passe pas forcément super bien. Je pense que vous avez tous vécu. Et ça demande effectivement d'être au chevet du patient et puis de s'en occuper. Mais c'est vrai que ça monopolise du temps infirmier et médical. L'agent de biomédecine, eux vont nous demander en fait un certain nombre d'examens. Alors il y a les examens basiques qui sont pour tous les donneurs, et puis en fonction du dossier, en fonction de l'avancée de la réanimation du donneur, on peut demander des examens complémentaires. Donc après tout ça, il y a la qualification des organes, c'est-à-dire que c'est l'agent de médecine qui va dire on qualifie ou non les organes, on peut qualifier certains organes et pas d'autres. Il y a le lancement de la répartition via le pôle national de répartition des greffons. Et puis après, à nous d'organiser toute la logistique du bloc opératoire, l'heure d'arrivée des équipes, leur ordre d'arrivée, comment vont-ils arriver, en taxi, en avion, voilà. La préparation des dossiers pour chaque greffon qui, quand même, est garante de la sécurité des greffons pendant le transport.
l'anticipation des besoins de chaque équipe, voilà, et comment les greffons vont être conservés jusqu'à la greffe. Et puis après, on transfère le donneur au bloc opératoire, et puis là commence la chirurgie. Et après le départ des équipes, il y a la restitution tégumentaire qui n'est pas du tout... c'est pareil, c'est un temps qui est très important et qui nous prend du temps et qui doit être vraiment extrêmement bien fait pour la famille. Je crois que c'est la fin. On va passer la parole donc au docteur Sébastien Prin, qui est coordinateur à Dijon, et puis avec Marc, et infirmier de coordination également, qui vont vous expliquer de quoi ils vont vous parler. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc on va évoquer avec vous le scénario numéro 2 du cas clinique, qui peut également aboutir à une possibilité de don d'organes. Jusqu'en 2014, si on fait abstraction des prélèvements Maastricht 3, les donneurs décédés qui étaient les patients décédés qui étaient donneurs d'organes étaient essentiellement les patients morts encéphaliques, et depuis 2014, on a la possibilité d'envisager un don d'organes chez les patients qui, dans les services de réanimation, vont faire l'objet d'un arrêt des thérapeutiques devant le caractère futile de la poursuite de la réanimation, et c'est à ce titre-là que les coordinations peuvent également intervenir. Pour rappeler rapidement la procédure, Maastricht 3, après une décision collégiale indépendante des équipes de réanimation médicale et paramédicale, ces équipes vont informer dès l'instant où la décision a été prise et expliquer aux proches, les proches ayant adhéré à ce projet de soins d'arrêt de réanimation. Donc les réanimateurs, sensibilisés par les coordinations hospitalières, vont nous appeler pour nous parler de cet arrêt des thérapeutiques. Alors, c'est des arrêts des thérapeutiques pour pouvoir faire un don qui intéresse que les patients qui sont jeunes, moins de 71 ans. Et à partir de ce moment-là, la coordination, indépendamment encore une fois de la décision d'arrêt des thérapeutiques, va intervenir pour envisager l'abord du don avec les proches, pour démarrer un bilan de qualification du patient et des différents organes, et enfin organiser le prélèvement en coordonnant l'intervention des différents acteurs de cette procédure. Sur la partie droite de la diapositive, vous avez un petit peu la flèche qui indique chronologiquement comment ça va se passer à J0. Il va y avoir l'arrêt des thérapeutiques actives, on va attendre la survenue de l'arrêt cardio-circulatoire, et après une période de no-touch de 5 minutes, on va pouvoir déclarer le patient décédé. C'est à ce moment-là qu'on pourra interroger le registre national des refus. On ne peut pas le faire avant puisqu'il nous faut le procès-verbal de TC. Et pour éviter les conséquences de la période d'ischémie au niveau des organes que l'on souhaite prélever, il y a nécessité de mettre en place très rapidement une assistance, une ECMO véno-artérielle qui va permettre de reperfuser, réoxygéner les organes que l'on envisage de prélever. Et puis très rapidement, on va essayer d'aller au bloc opératoire pour qu'il y ait l'explantation. Alors, je vais évoquer avec vous, tout en suivant une chronologie, des généralités concernant le prélèvement Maastricht 3, et Inmar, qui est infirmier à la coordination, tout en gardant également la même chronologie, reviendra sur les spécificités Maastricht 3. Il y a des actions, il y a des procédures qui sont communes avec la mort encéphalique, mais il y a des spécificités qui sont importantes à connaître pour souligner l'importance du rôle des infirmiers de coordination. Donc le PMO Maastricht 3, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous convaincre que c'est important pour le don et la greffe, et puis essayer de vous convaincre que ça ne génère pas beaucoup plus de travail pour les équipes de réanimation, qui sont la première étape de cette chaîne du don. Et donc la première étape, c'est de penser au Maastricht 3 quand on parle de la greffe. Vous avez représenté ici, ce sont les chiffres qui sont donnés par l'Agence de la biomédecine tous les ans.
pour montrer l'inadéquation entre les propositions de greffons et les patients qui sont en attente. Les deux premières lignes en haut représentent les patients qui sont en attente d'une greffe d'organes. Et donc vous voyez qu'au 1er janvier 2025, on a 22 500 patients qui sont sur liste d'attente, une liste active ou inactive en fonction des contre-indications temporaires, mais on a 22 500 qui attendent des organes. Pourquoi on a ces 22 500 ? Parce que au 1er janvier 2024, il y en avait 22 250. La même année 2024, il y en a plus de 8 000 qui se sont inscrits sur ces listes d'attente. Et dans le même temps, seulement 6 034 greffes ont pu être réalisées. Il est important de penser au Maastricht 3 parce que la mort encéphalique est une situation qui est rare, ça représente moins de 1% des décès hospitaliers et le taux de prélèvement n'est que de 48,7%, c'est-à-dire que situation rare et on n'en prélève que 1 sur 2, ce qui fait qu'au cours de l'année 2024, 1544 patients ont donné leurs organes. Par ailleurs, le don du vivant, si on regarde le don et la greffe de rein, est encore insuffisante. Ça représente 15,9% simplement sur 2024 des reins qui sont greffés. Penser au M3, c'est important parce qu'encore une fois, sans l'appel des réanimateurs auprès des coordinations, on ne pourra pas intervenir. Alors, il est sûr que toutes les coordinations regardent un petit peu ce qui se passe dans les réanimations, attendent l'appel des réanimateurs quand on objective qu'il y a des comas graves qui sont en train de mal évoluer, mais il n'en reste pas moins que la première étape de cette chaîne du don, c'est les réanimateurs. Et quand je dis réanimateurs, c'est les médecins, mais également les personnels paramédicaux. Il n'est pas rare que sur une évolution défavorable, il y ait une infirmière, une aide-soignante qui puisse dire éventuellement est-ce qu'il pourrait être donneur. Et ça, c'est aussi l'objectif, les objectifs des formations que les coordinations doivent faire au sein des établissements pour sensibiliser médecins, mais également personnels paramédicaux. Pourquoi c'est important de penser au Maastricht 3 ? Parce que les résultats sont bons. Et pour présenter ces résultats, je m'appuie sur notre activité. On a eu la chance de faire 44 procédures abouties depuis qu'on a mis en place le Maastricht 3 au CHU de Dijon. Et vous voyez que les chiffres au 1er janvier de l'année 2025, sur les 74 reins prélevés, il y en a 96% qui ont pu être greffés. Et avec des reculs qui sont un petit peu différents en fonction des dates de prélèvement, il y en a 94% qui sont fonctionnels. Donc on a des résultats qui sont aussi bons que sur des prélèvements réalisés chez des patients en mort encéphalique. Et en ce qui concerne le foie, puisqu'on travaille avec l'équipe de Besançon, ce que va bientôt faire également Châlons, sur les 29 foies qu'on a prélevés, au 1er janvier 2025, il y en a 29 qui sont fonctionnels. Donc la mort encéphalique ne permet pas d'avoir suffisamment de greffons. La réanimation, c'est la première étape indispensable et les résultats sont bons. Donc il n'y a aucune raison de ne pas penser au Maastricht 3 en réanimation. Alors, y penser, mais y penser pas trop tôt. Il ne faut pas que cette pensée puisse interférer avec l'investissement thérapeutique curatif que l'on doit à nos patients. Il y a également un délai. La neuropronostication nécessite, chez les patients cérébro-lésés, qui sont la majorité des donneurs Maastricht 3, un certain délai de recul et un délai pour la réalisation des examens complémentaires. Et il faut savoir également que sur les patients cérébro-lésés, il y a toujours la possibilité d'avoir une évolution vers la mort encéphalique. Et si effectivement un suivi sur le Doppler transcrânien peut laisser envisager, préjuger d'un passage en mort encéphalique, il faut peut-être le laisser survenir parce que chez un donneur en mort encéphalique, il y a la possibilité de prélever plus d'organes qu'on le fait à l'heure actuelle chez les patients Maastricht 3. Nous, à Dijon, pour l'instant, on ne fait que rein et foie. On a de bons espoirs d'essayer de faire du poumon rapidement, mais sur un patient mort encéphalique, c'est plus facile de prélever le poumon et également de faire des prélèvements cardiaques. Donc il faut y penser, il faut laisser en parler. On suit une procédure nationale qui a des conditions de réalisation qui sont très bien définies et il est important que l'indépendance entre la réanimation et la décision d'arrêt thérapeutique et la coordination et le projet de don soit au maximum respectée.
une évocation trop rapide d'un Maastricht 3 au sein d'un service de réanimation qui puisse éventuellement arriver aux oreilles des proches peut éventuellement entraîner une mauvaise interprétation de la raison d'arrêt des thérapeutiques. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Laisser en parler par la coordination permet d'une part de renforcer l'expression de l'indépendance entre la décision d'arrêt des thérapeutiques et le projet de don. Pour nous, coordination, Ingmar pourra en reparler, ça nous permet, c'est une des premières étapes, de vérifier la compréhension des proches concernant l'arrêt des thérapeutiques et le décès attendu. On sait très bien que sur des entretiens difficiles, sur 15 minutes d'entretien, les proches vont en entendre 10 minutes et vont en comprendre 5 minutes. Et donc c'est important pour nous, avant d'envisager le don, de vérifier leur compréhension de l'arrêt des thérapeutiques et du décès attendu. Ingmar vous en reparlera également. Le temps d'évocation du don permet d'expliquer et de répondre aux questions. Et on peut également souligner que ponctuellement, il y a des réanimateurs qui nous disent on n'a pas voulu vous appeler, on n'a pas voulu évoquer le don parce que la réanimation avec les proches et le séjour de réanimation a été un petit peu compliqué, des relations un petit peu tendues. Finalement, le fait que ce soit une autre équipe, tout à fait indépendante de l'équipe de réanimation, qui intervienne pour évoquer le don, doit simplifier cette problématique et permettre de faire des entretiens, même quand la réanimation a été compliquée sur le plan relationnel avec les proches. Laisser qualifier. La qualification définitive du donneur sera faite par l'Agence de la biomédecine sur l'ensemble des données qui vont être transmises, récoltées et transmises par la coordination. Même nous, coordination, on n'a pas tous les critères et tous les éléments en main pour qualifier certains donneurs. Il y a une évolution dans les contre-indications. Le message, c'est aucune autocensure et laisser la coordination faire son travail et transmettre à l'Agence de la biomédecine qui, au final, qualifiera. Donc, vous ne mettez pas d'autocensure. Vous avez une décision d'arrêt des thérapeutiques sur un patient qui est jeune. Appelez la coordination et nous, on fera le tri et on communiquera avec l'Agence de la biomédecine. Continuer la réanimation, il faut savoir que si on prend l'exemple au CHU de Dijon, il va nous falloir un certain délai pour mettre en alerte et organiser le prélèvement au moment de l'arrêt des thérapeutiques. Et ce délai peut voir apparaître des complications dès l'instant où on va prolonger de 36 à 48 heures la réanimation. On est toujours exposé à des complications infectieuses qu'il va falloir continuer à prendre en charge avec des prélèvements, avec des antibiotiques, même si c'est un patient qui est destiné à décéder dans les 36 à 48 heures en fonction du délai de réalisation. Il faut savoir également que la mise en place d'une sédation va éventuellement occasionner une instabilité hémodynamique, alors qu'un patient était mis en niveau d'engagement modéré sans utilisation des amines. Si on est dans un projet Maastricht 3 et que la tension chute à la mise en place de la sédation, il faut s'autoriser à mettre de la noradrénaline. On est dans une réanimation d'organes et il faut que, entre le moment où on a l'acceptation par la famille de cette procédure Maastricht 3 et la réalisation de la procédure, il faut faire tout ce qui est nécessaire pour que les greffons restent fonctionnels afin d'une reprise de leur activité la meilleure qui soit chez les patients receveurs. Et puis au final, participer au M3. Alors participer au M3, c'est nous aider pour la mise en place de l'ECMO véno-artériel. Et pour ça, on sollicite l'équipe de réanimation pour mettre les introducteurs. Réaliser l'arrêt des thérapeutiques, mais je vous dirais que c'est comme d'habitude, donc il n'y a pas une charge de travail différente ou une modalité différente. Savoir rester à disposition des proches et de l'équipe paramédicale au moment de l'arrêt des thérapeutiques. Cet arrêt des thérapeutiques est sous la responsabilité de l'équipe de réanimation. La coordination n'intervient pas dans les modalités de réalisation, dans le suivi de sa réalisation. S'il y a des signes d'inconfort et qu'il faut adapter les doses de sédation, c'est à l'équipe de réanimation de le faire. Nous intervenons seulement une fois l'arrêt survenu. Et puis, on sollicitera probablement les réanimateurs quand on fera du poumon, avec la nécessité de réintuber le patient et de faire une fibroscopie avant la descente au bloc opératoire.
Voilà, donc moi je vous ai présenté chronologiquement un petit peu les généralités fortes de notre expérience, et puis Ingmar va rentrer un petit peu plus dans les détails, sachant qu'il y a des choses qui sont communes entre la mort encéphalique, mais qu'il y a quand même des spécificités en lien au Maastricht 3. Donc du coup, moi je vais vous parler de ce qui change par rapport à la mort encéphalique. La première chose qui change, c'est déjà l'entretien des proches. Sébastien l'a évoqué, je le redis, mais c'est 2 entretiens qui sont séparés entre la réanimation et la coordination, là où pour une mort encéphalique, ça peut être un entretien qui est réalisé conjointement entre les 2 équipes. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame pour les familles. On n'arrête pas les soins pour prélever des organes. Suite à l'arrêt des soins, il y a une possibilité de don d'organes si le patient le souhaitait. Donc c'est 2 entretiens qui sont séparés. Donc nous on est informés seulement à partir du moment où l'arrêt des soins est acté, et évidemment que la famille, l'entourage, les proches adhèrent à l'arrêt des soins. Et évident que si la famille n'adhère pas à l'arrêt des soins, nous on ne va pas intervenir pour parler du don d'organes. À ce moment-là, on étudie le dossier, on recueille voilà, toutes les données qu'on a besoin, les antécédents, les habitus, le mode de vie, tout ça pour qualifier le donneur. Ça peut être appelé le médecin traitant, les structures où le patient a eu des suivis médicaux, récupérer des comptes rendus. On récupère une biologie, la biologie à l'admission du patient et à l'heure où on a été appelé, et on présente le dossier à l'agence de la biomédecine qui nous le valide. Évidemment, il faut que l'agence de la biomédecine ait validé le dossier pour aller rencontrer les proches. À ce moment-là, on va rencontrer la famille. Donc, on va rechercher l'expression d'une opposition du patient. Est-ce qu'il s'était exprimé? Donc ça, c'est comme la mort encéphalique, hein, ça ne change pas. Vu que c'est une procédure un peu particulière, il va falloir expliquer cette procédure, et il va falloir que les proches adhèrent à cette procédure. Donc les modalités du don, c'est notamment la pose d'une ECMO, qui est quand même quelque chose de lourd, d'impressionnant. C'est la préparation du donneur, c'est-à-dire que là où on leur dit qu'on va arrêter les soins, on va poser une pression artérielle sanglante, reposer si elle n'y était plus, ça va être la pose d'introducteur pour poser l'ECMO plus tard. Donc voilà, il faut qu'ils comprennent tout ça. Il va falloir leur expliquer que parce qu'il y a c'est pas parce qu'il y a le prélèvement d'organes qu'ils vont pas pouvoir accompagner leurs proches, ils vont pouvoir être présents le jour de l'arrêt des soins. Il faudra quand même leur spécifier qu'ils sortent au moment de l'arrêt cardiaque, je reparle un peu après. Voilà. Il y a aussi une grosse contrainte par rapport à la mort encéphalique, c'est des contraintes de temps. Nous, c'est une activité qu'on fait en jour ouvrable la semaine. C'est une activité qu'on ne fait pas la nuit, ni les week-ends, ni jours fériés. Donc si on a un appel, par exemple vendredi, vu que c'est une procédure qui est assez lourde et qui nécessite beaucoup d'intervenants, on ne va pas pouvoir la réaliser ni le samedi ni le dimanche. Il suffit que lundi soit férié. C'est quelque chose qui va reporter au mardi, 4 jours après. Donc il faut que la famille accepte d'attendre encore 4 jours alors que l'arrêt des soins est acté. Il faut qu'ils acceptent ça. C'est une procédure qui est complexe. Il peut y avoir plein de choses qui font qu'on n'aille pas jusqu'au bout de cette procédure. Donc il faut aussi bien les préparer au fait que c'est pas parce qu'on initie cette procédure qu'on va réussir à aller jusqu'au bout, et encore plus que dans la mort cérébrale. Voilà. Donc on refait le point avec eux par rapport à toutes les données qu'on avait récupérées sur les antécédents et habitus du patient. Et à ce moment-là, on va pouvoir contacter et préalerter tous les intervenants. Donc chez nous, c'est des perfusionnistes qui gèrent l'ECMO, donc ça va être les chirurgiens cardiaques, ça va être le bloc des urgences. Voilà, ça va être tout un tas d'intervenants qui vont donc graviter autour de ça. Il faut que tout le monde soit disponible et d'accord sur le jour de l'arrêt des soins.
La qualification, donc ça c'est un peu comme la mort cérébrale, on a besoin d'une biologie des organes, le typage HLA, ça c'est pour la compatibilité avec les receveurs, les sérologies charge virale du patient, prélèvement bactériologique, mycologique et parasitologique, ça c'est comme pour la mort cérébrale. Le bilan hépatique, il faut qu'il soit à 4 fois inférieur à la norme pour envisager ce type de prélèvement, 8 fois si l'équipe de greffe décide de mettre le greffon sur machine. Et donc comme pour la mort cérébrale, on va faire un scanner du corps entier. Cette fois, on n'a pas besoin du crâne. C'est pour rechercher des lésions néoplasiques qui peuvent contre-indiquer un prélèvement. On va devoir descendre un peu plus bas pour contrôler les axes fémoraux. C'est pour être sûr qu'on puisse bien poser les canules d'ECMO, parce que ça pourrait être une contre-indication à la procédure. Et moi, je ne parle peut-être pas de la variante. Et on demande également à nos chirurgiens de regarder l'aorte descendante. Quand on fait un prélèvement foie R1, on va mettre un ballonnet d'occlusion au niveau de cette aorte. Donc ça leur permet de s'assurer qu'il n'y ait pas de grosses calcifications qui pourraient gêner la mise en place de ce ballon. Et puis, suite à un événement indésirable, maintenant nos chirurgiens vérifient bien qu'il n'y ait pas de variante anatomique. Nous avons eu un cas avec une artéria lusoria, une naissance inhabituelle d'une artère sous-clavière avec une vertébrale qui permettait une reprise de ventilation. Donc nos chirurgiens, dès l'instant où les scanners sont réalisés, les regardent, nous confirment que la pose des canules se fera sans problème et recherche des variantes anatomiques. La non-accibilité des vaisseaux fémoraux, ça a été le cas dans 2 de nos recensements qui ont fait qu'on n'a pas essayé du tout parce que c'était illusoire de monter des canules. En pratique, 24 heures avant l'arrêt des soins, la coordination fournit le matériel, à savoir les introducteurs, à la réanimation pour qu'elle pose en amont les désilets pour faciliter la pose d'ECMO le jour de l'arrêt des soins. Le jour de l'arrêt des soins, donc on rappelle tous les intervenants pour être sûr qu'ils sont bien disponibles. Nous, on est présent au moment de l'arrêt des soins, même si c'est la réanimation qui est en charge de l'arrêt des soins. Nous, on va collecter tout un tas de données, notamment le monitorage des temps. Donc, je passe assez vite dessus, mais on a des contraintes de temps qui font que la procédure ne peut pas aller jusqu'au bout, à savoir entre, par exemple, l'arrêt des soins et la pause d'ECMO. Entre l'arrêt des soins et l'arrêt cardiaque, il faut que le délai soit inférieur à 3 heures. Et juste pour en citer un autre, entre l'ACR et le début du départ de l'ECMO, c'est 45 minutes. Alors après, c'est un peu plus complexe que ça dépend des organes et de l'âge des receveurs, mais je ne rentre pas dans le détail. Nous, on appelle également la radio. Il faut que la radio soit sur place au moment où l'ECMO tourne pour vérifier la bonne mise en place du ballonnet d'occlusion. On fait un échodoppler carotidien pour vérifier l'absence de flux au niveau cérébral, pour être sûr que l'ECMO est bien en place et qu'on ne perfuse que les organes abdominaux. Évidemment, on est 2 coordinateurs sur place. Il y en a un qui se dédie à la prise en charge de la famille, c'est-à-dire qu'il les accueille dans le service, qui les accompagne auprès des proches. C'est lui qui va leur demander de sortir au moment de l'arrêt cardiaque pour que les chirurgiens puissent venir poser l'ECMO. Il les raccompagne à l'entrée du service, il les raccompagne. Enfin voilà, il y a un infirmier vraiment qui est dédié à l'accompagnement des proches. Évidemment, ça peut être repérer tout événement inattendu la coordination est toujours en lien avec le bloc des urgences qui lui est en attente de savoir si la procédure se déroule bien et sans encombre, parce qu'il faut savoir que lui a bloqué un créneau et il y a une salle qui est réservée pour ça. Donc voilà, il faut les prévenir rapidement s'il y a un problème, qu'ils puissent libérer le créneau pour d'autres urgences. Le bloc opératoire, la différence au bloc, c'est que le cœur est arrêté, c'est un donneur à cœur arrêté, donc il n'y a pas d'anesthésiste immédiat présent, hors le perfusionniste, nous qui gère l'ECMO. Le perfusionniste est présent jusqu'au clampage, donc c'est à l'arrêt de l'ECMO. On doit tenir au courant les chirurgiens sur leur maximal de clampage, c'est-à-dire l'arrêt de l'ECMO, à savoir c'est 4 heures après le début du démarrage de l'ECMO. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils aient préparé tous les organes dans un délai inférieur à 4 heures avant le démarrage de l'ECMO.
Ce que vous voyez, c'est une machine à perfuser les reins. Dans le cas d'une mort encéphalique, on l'utilise pour des greffons qui sont un peu limites pour les optimiser. Dans le cas d'une procédure Maastricht 3, c'est systématique. On met les reins sur ces machines pour les optimiser. Et là où on a un délai en général de 24 à 48 heures pour les greffer sur une mort encéphalique, c'est des reins qui doivent être greffés dans les 18 heures pour une procédure de Maastricht 3. Et tout au long de la procédure, on fait des bilans pour vérifier notamment la cinétique des transaminases, pour être sûr que le bilan évolue favorablement et qu'on aille jusqu'à la greffe. Voilà. Juste aussi, pendant le bloc, on réalise une biopsie hépatique qui nous permet de vérifier le taux de stéatose et de fibrose pour vérifier que le greffon peut être transplanté. Ça diffère un peu de la mort encéphalique. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était très intéressant.